Bonsoir et bienvenue dans Hightech 221. Installez-vous, nous prenons le lead de votre télévision. L'influence du numérique et de la presse en ligne est un fait majeur, on n'en disconvient pas. Alors pour en parler avec nous, nous avons reçu M. Diagne, qui est directeur général à Gaïndé 2000. Le numérique met le monde de la presse et des médias, qui est un monde de l'information. Et aujourd'hui, le numérique a une propension exponentielle à porter de l'information, vérifiée ou non vérifiée, véridique ou non véridique, sur des masses. Et cela a une influence sur l'évolution des sociétés, elle a une influence sur le champ politique, ça a une influence sur le champ économique. Alors, le métier de la presse, c'est de qualifier une information et de la porter à l'attention d'une cible. Sur le dernier segment, porter l'information, le numérique est une opportunité extraordinaire, en ce sens que ça permet de toucher un public très large et avec des coûts réduits. Mais la qualification de l'information avec la diversification des sources et des contenus est un défi supplémentaire pour le journalisme. Parce qu'il était aisé avant, lorsqu'on maîtrisait la source de l'information, de la qualifier. Mais aujourd'hui qu'on ne maîtrise pas la source de l'information, elle est diverse et multiple. Je pense que la responsabilité du journaliste dans l'évolution des sociétés est de plus en plus mise en exergue. Il y a des métiers qui ont disparu. Dans des industries, il y a des acteurs qui sont nés il y a peut-être 5 ans et qui ont fait disparaître des acteurs qui étaient là depuis 50 ans. Et le milieu de la presse n'est pas un milieu qui est totalement immunisé contre ce fait. Je pense même que nous sommes en train d'entrer dans l'ère de la concurrence des médias alternatifs avec les réseaux sociaux. Il y a une journée à tout et dans le monde du digital, nous avons aussi une journée qui est dédiée aux logiciels libres. Avec nous pour en parler, un membre de Linux, M. Diagne. En logiciel libre, je pense que vous avez l'habitude d'utiliser des logiciels. Bon, quand on parle de logiciels, on peut parler du Word par exemple, on peut parler de Photoshop, etc. Le logiciel libre, à la différence du Word que les gens téléchargent illégalement, c'est quelque chose déjà qui est gratuit, qu'on peut télécharger gratuitement, qu'on peut utiliser sans payer une licence. Donc je peux vous en citer un. Par exemple, si vous avez l'habitude d'utiliser GIMP, Photoshop, il y a son alternative qui est GIMP. Si vous avez l'habitude d'utiliser du Word, l'alternative du Word, on peut parler de OpenOffice, etc. Donc, pour résumer, le logiciel libre, c'est un logiciel qui est accessible gratuitement, qu'on peut utiliser sans payer. Donc, pas besoin d'aller pirater ou de voler des logiciels. Partout dans le monde, cette année, il y a 77 événements de gens qui font des activités autour des logiciels libres parce que beaucoup de gens ne connaissent pas qu'il existe des alternatives qu'ils peuvent utiliser de manière gratuite. Donc faire une journée, c'est sensibiliser, c'est essayer aussi de faire découvrir ces outils pour que les gens puissent mieux les appréhender et savoir qu'ils peuvent faire le même travail qu'ils font avec d'autres logiciels. Mais dites-vous que ce que vous faites d'habitude avec un Windows classique, le travail que vous faites, il y a des alternatives qui sont libres. Et je pense que ce qu'on a l'habitude de demander aux gens qui viennent nous voir, dites-nous ce que vous faites, on va vous dire quel logiciel est adapté pour vous. On a un projet qui s'appelle SenEdu, c'est de faire une distribution. Quand on parle de distribution, c'est un système d'exploitation libre comme Windows qui est en train de germer. Donc ce projet n'est pas encore à terme, mais on peut citer autre chose qui n'est pas sénégalais. On peut citer Ubuntu. Ubuntu, il y en a qui connaissent, c'est un logiciel libre qui a été fait par des Sud-Africains. Donc ça marche très bien et beaucoup de Sénégalais, je pense, ont l'habitude d'utiliser. L'État du Sénégal dépense beaucoup de milliards sur les logiciels propriétaires, c'est-à-dire la messagerie, les mails, c'est beaucoup d'argent qu'on jette à la poubelle. Alors qu'aujourd'hui, il y a des alternatives qui sont sûres, sécures, qu'on peut utiliser et qui sont gratuites. C'est-à-dire qu'au lieu de verser de l'argent pour Microsoft, on peut le mettre dans la santé et ailleurs. Donc je pense que l'avenir de nos pays, c'est l'avenir du logiciel libre aussi. C'est-à-dire que si le Sénégal veut se développer, c'est en comptant sur des outils aussi libres. Dans TechZoom, aujourd'hui, nous allons parler du système d'exploitation de Linux. Linux est un noyau qui a été créé par
un ingénieur en informatique vers les années 90, Linus Torvald. Linux est un système d'exploitation semblable à Windows, mais à la différence de Windows, c'est un système d'exploitation entièrement libre. Linux est un système d'exploitation comme Windows et macOS. Il est à la base du système d'exploitation macOS. C'est un système d'exploitation open source, différent de Windows et Apple. Donc l'avantage d'utiliser un système Linux, c'est qu'on ne paye pas de licence. Linux est une opportunité que tous les Africains devraient peut-être saisir. Linux est trop facile et trop rapide à utiliser. L'avantage d'utiliser Linux, c'est la possibilité de dompter soi-même son ordinateur, de tout gérer sur son système d'exploitation. Il n'y a pas de licence, on peut le télécharger gratuitement sur Internet et l'installer sur une machine et disposer de toutes les applications qu'on trouve dans les autres systèmes d'exploitation. En tant que développeur, Linux, tu peux trouver partout dans le net les logiciels et tu peux les reprogrammer et faire ce que tu veux. Parce qu'en installant Linux, on n'a pas besoin de clé. On n'a pas forcément besoin de payer des redevances pour l'utilisation et on peut utiliser beaucoup d'applications. Parce qu'à l'instar des systèmes comme Windows et macOS, Linux te permet d'effectuer pas mal de choses sur le noyau. La différence, elle est plutôt, je veux dire, d'un côté commercial. En plus, côté investigation, tu peux masquer tout ce que tu fais. La distribution Linux, elle est gratuite, disponible sur toutes les plateformes. Pour moi, pour qu'il y ait plus d'impact en Afrique, il faut qu'on organise ce genre d'événements et que les décideurs soient plus impliqués. Dans la Minute d'Orange de ce jour, nous allons parler de la VOD. Je vais vous parler d'un service qui s'appelle la vidéo à la demande d'Orange, communément appelé VOD. La VOD, c'est un service exclusif qui est disponible pour tous les clients de la TVO. Tous les clients qui ont la TV d'Orange ont accès à ce service exclusif. Alors la vidéo à la demande, c'est le cinéma à domicile. Avec la vidéo à la demande, vous accédez à un catalogue de plus de 700 films avec différentes thématiques, le cinéma, jeunesse, séries. Alors on a toutes les rubriques pour vous satisfaire. Donc on a aussi ce qu'on appelle des productions exclusives, comme Diamond House, une série que vous ne retrouverez nulle part ailleurs que sur la vidéo à la demande de la TV d'Orange. Il y a aussi des productions locales qui ont été récemment lancées sur la vidéo à la demande de la TV d'Orange, à savoir La Profanation, La Dot. Et il y a aussi ce qu'on appelle les concerts exclusifs que Orange produit et met à la disposition de ses clients via la vidéo à la demande de la TV d'Orange. C'est ce qu'on appelle Orange Live avec Sidiki Diabaté par exemple, avec Carlo Di, avec Souleymane Faye et tant d'autres que vous pouvez retrouver en exclusivité sur la vidéo à la demande de la TV d'Orange. Alors c'est un service, comme je le disais, exclusif qui existe aujourd'hui sur la TV d'Orange. Si vous avez envie de faire des moments de cinéma en famille, n'hésitez pas à vous rendre sur la vidéo à la demande de la TV d'Orange. C'est très simple, si vous avez votre télécommande à côté de vous, il y a une petite touche au niveau de la télécommande avec un icône de caméra ou parfois même il est carrément écrit VOD. Cliquez là-bas. Quand vous allez cliquer là-bas, vous aurez une interface qui va vous permettre de voir les différentes rubriques de ce service, en passant par les nouveautés, les exclusivités, les séries jeunesse, la musique, la religion, le sport. Et à partir de là, vous pouvez choisir le film que vous pouvez regarder et le regarder à volonté. Ce film, une fois que vous le commandez, il est disponible pendant 72 heures. C'est-à-dire pendant 72 heures, vous avez la latitude de voir et de revoir ce film comme vous le voulez, en famille, seul, à n'importe quelle heure, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors je vous donne rendez-vous sur la VOD de la TV d'Orange, la vidéo à la demande de la TV d'Orange ou le cinéma à domicile. Dans le cadre du Sénégal numérique 2025, nous allons recevoir M. Seck, qui est directeur associé à Performance Group. Yann, bonjour. Bonjour, Basile. Alors, Sénégal numérique 2025, la stratégie a été adoptée. C'est estimé à plus de 1300 milliards. Est-ce suffisant pour développer le secteur des TIC au Sénégal? Assurément non, c'est jamais suffisant. 1300 milliards, mais c'est ce que finalement l'exercice a donné comme résultat, puisque comme vous le savez, le plan a été structuré
en programme, en action. Chaque action a été détaillée. Chaque action a fait l'objet d'une évaluation financière. Et c'est au bout de cette évaluation que nous avons donc trouvé ce chiffre. Il faut dire qu'un tiers du montant est réservé au budget de l'État, donc à l'intervention publique, et puis les 2 autres tiers réservés au secteur privé. Mais d'emblée, j'ai dit que c'est jamais suffisant parce que quand on regarde l'ambition, nous avons été obligés de faire un certain nombre de choix et qui sont des choix prioritaires. Mais si on voit l'ambition générale, c'est peut-être 2 ou 3 fois ce montant-là qu'il faudrait pour sortir de l'ornière. Un montant à peu près 1300 milliards, on dirait 4 ou 5, 6 milliards. Oui, allez, disons 4 milliards, 4 000 milliards. Et pourquoi maintenant l'État du Sénégal n'a pas pris pas la responsabilité, mais n'a pas fait les efforts pour pouvoir donner ce prix-là, afin de développer les secteurs? Mais parce qu'il faut partir de quelque chose. On part de peu, et il faut définir des priorités, puisqu'on peut avoir énormément d'ambition, mais il faut du temps pour mettre en place les choses, et on le verra tout à l'heure. Et il y a le temps de la réflexion, mais il y a surtout le temps de la mise en œuvre. Et quand on entre dans la mise en œuvre, le facteur temps est un élément extrêmement important. Et on ne peut pas aller trop vite, puisqu'il y a des contraintes qui sont intrinsèques au projet et au programme. Et donc le temps n'est pas compressible. Pas compressible. Mais actuellement, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On passe au temps du déploiement. Voilà. Qu'est-ce qui a été fait à l'heure actuelle? Voilà. Disons que le plan a été adopté il y a à peu près 7-8 mois. C'est à la fin, c'est au début de l'année. Au début de l'année, le plan a été adopté et publié. Et depuis lors, il s'agissait maintenant de passer à l'acte. De mon point de vue, la situation aujourd'hui est, comment dirais-je, n'est pas totalement satisfaisante, pour dire vrai. Puisque normalement, on s'attendait à ce que, dès que le plan est produit, que l'instance essentielle que tous les acteurs avaient demandé soit mise en place. C'est le Conseil national du numérique. Ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent. Qui n'a pas encore été fait. Malgré nous espérons que le chef de l'État avait quand même, lors d'un conseil des ministres, évoqué ce fait. Absolument, plusieurs fois. Il y a peut-être des raisons que j'ignore, mais ce qui est clair, c'est que cet instrument est demandé par l'ensemble des acteurs, et c'est cet instrument qui permettra effectivement de donner la possibilité à ces acteurs-là qui ont contribué à mettre en place le plan, d'assurer finalement presque son pilotage, en tout cas au moins le suivi de sa mise en œuvre. Actuellement à Diamniadio, c'est l'espace quand même réservé pour la grande partie de ce projet. Est-ce qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui a été fait là-bas concernant les data centers, ou qu'est-ce que vous avez fait exactement? Bien, alors, hormis le premier point que j'ai souligné d'emblée, parce que pour moi c'est un point essentiel, la mise en place du Conseil national du numérique que nous attendons encore, il faut quand même dire que le ministère a lancé un certain nombre de projets déjà. Un projet très très important, c'est la refonte du cadre juridique, qui a été menée au cours de ces derniers mois avec une démarche participative, comme l'a été et finalement la mise en place de la stratégie elle-même. Cette démarche est en cours, les travaux sont en phase de finition, et nous espérons que dans les mois à venir, avec la nouvelle assemblée qui est en place, le processus va s'accélérer et que les nouveaux textes vont être adoptés. Eh bien, adopter les textes, c'est une première phase. Il y a un certain nombre d'autres choses qui ont commencé. Je peux en signaler 2. D'abord, l'appel d'offres a été lancé pour mettre en place l'Observatoire du numérique. Et ensuite, avec la mise en place du parc des technologies numériques, financé à 40 milliards par la Banque africaine de développement, on a vu la mise en place d'une structure au Sénégal qui s'occupe donc du pilotage de ce projet, avec l'appui de la Banque africaine. Et aujourd'hui, on sait parfaitement que des travaux, disons, des premiers travaux sont en cours, notamment pour le design du data center. Il va y avoir un data center national qui va être mis en place dans cet espace. Il va y avoir un incubateur
un incubateur qui va donner la possibilité d'abord au CETIC qui est là de trouver un espace beaucoup plus grand que ce qu'il a aujourd'hui, mais aussi un incubateur qui va donner la possibilité à d'autres initiatives qui existent ça et là au Sénégal de pouvoir trouver un endroit où ils pourront développer leur activité. Alors 2025, c'est dans quelques années. Est-ce que tout ce processus-là ne va pas retarder en fait l'impact quand même de ce projet? Et qu'est-ce que cela va faire en matière d'impact au secteur, surtout aux jeunes entrepreneurs, les gens qui sont dans le milieu et qui n'arrivent pas à réussir dans ce sens-là? Quand on regarde le plan avait prévu tout cela. Le plan a été structuré en plusieurs projets, dont certains sont des projets à court terme, d'autres à un peu plus long terme. Et là-dedans, comme vous le savez, il y a notamment des projets d'infrastructure. Le parc des technologies numériques est un projet d'infrastructure. Il faut mettre en place l'ensemble des équipements, mettre la voirie, designer tout cela. Ça prend forcément un certain temps. Mais à côté, nous avons un certain nombre de projets qui sont on va dire, à impact immédiat. Quasiment tous les projets de contenu. Je vais en citer 2, 3. Vous avez par exemple un projet qui consiste à booster le e-commerce. Pour booster le e-commerce au Sénégal, il s'agit aujourd'hui de prendre un certain nombre de mesures très très rapides. La première mesure, c'est de faire en sorte que les instruments de paiement qui devaient être mis en place sur le net, que ces instruments de paiement soient en place. Les solutions existent. Je ne vais pas les citer pour ne pas faire de publicité, mais il y a un certain nombre d'entreprises, de start-up ou d'entreprises constituées au Sénégal qui aujourd'hui ont les solutions. Maintenant, ces solutions-là, il faut les déployer, mais pour le faire, il faut une sorte de partenariat stratégique entre l'État du Sénégal et l'ensemble du secteur privé. Parce que pour initier les choses, nous avons la conviction, et c'est bien inscrit dans le plan Sénégal numérique, que l'État doit déjà lancer un certain nombre de grands projets. Tous les projets de dématérialisation ne doivent pas être réalisés par l'État en tant que tel. Ce sont les acteurs du privé qui doivent les réaliser. Et ces projets sont immédiatement monétisables. Voilà toute une série de projets pour lesquels on a juste besoin, disons, d'un fonds d'amorçage, d'un certain nombre de décisions que le gouvernement prend, et derrière, c'est le système lui-même qui s'auto-alimente parce que le service est payé par les usagers. Alors, à vous entendre parler, donc vous êtes optimiste. D'ici quelques années, on sera vraiment au Sénégal numérique 2025. Un optimisme ne doit pas être béat. Hein. Moi, je serai d'autant plus optimiste que je verrai les acteurs étatiques d'une part, parce qu'ils ont le beau rôle, le grand rôle, mais les acteurs du privé aussi. Le jour où je les verrai déployer des projets que tous les Sénégalais vont voir avec moi, nous serons ensemble et tout le monde optimiste. Tidiane, merci. Merci. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous prochainement. Dans ce Tip-Tips, on va vous laisser avec Samaké qui va nous introduire un sujet. Merci Mary. Nous allons encore parler d'optimisation, mais cette fois-ci, pas de votre connexion Internet, plutôt de votre ordinateur. Parce que oui, la lenteur d'exécution de votre PC peut avoir des répercussions sur vos traitements, mais aussi sur votre navigation Internet. D'ailleurs, de faux procès sur la lenteur sont souvent faits à votre connexion Internet. Or, plus souvent, le bourreau n'est rien d'autre que votre ordinateur qui s'exécute très lentement. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment optimiser votre ordinateur. D'abord, sans passer par des logiciels tierces, mais ensuite vous proposer un logiciel freemium. Nous allons commencer par désactiver les tâches inutiles. Que vous soyez sur Windows 7 ou une version ultérieure, le raccourci Ctrl-Shift-Échappe ouvre le gestionnaire des tâches. Sur cette fenêtre, vous pouvez arrêter les processus en arrière-plan que vous n'utilisez pas pour économiser de la mémoire vive. Faites attention, ne surtout pas désactiver les services indispensables. Ensuite, nous allons faire un peu le ménage dans MS Config. Très souvent, beaucoup d'applications se lancent en même temps au démarrage de votre ordinateur, ce qui ralentit l'exécution de votre PC. Pour remédier à cela, tapez MS Config dans la barre d'exécution, ensuite validé par entrée. Dans l'onglet démarrage, vous trouverez une liste de tous les programmes qui s'exécutent au démarrage. Décochez les cases devant les logiciels
que vous voulez désactiver. Et voilà, le problème de démarrage de plusieurs logiciels est résolu. Voilà 2 astuces d'optimisation de votre PC sans passer par une application ou logiciel téléchargé sur Internet. Cependant, il existe bien des logiciels très connus et très efficaces pour faire ce travail. C'est le cas de CCleaner par les géants de Piriform, un logiciel très connu et très efficace dans le nettoyage de votre ordinateur, la correction de registres ou le monitoring de votre PC. Le logiciel est téléchargeable légalement sur Internet dans sa version gratuite. J'espère que ce numéro vous aura aidé à améliorer les performances de votre ordinateur un temps soit peu et ainsi ne plus dormir durant les chargements de votre PC. Sur ce, nous vous disons à la prochaine dans Tech Tips. Il nous est tous arrivé, étant jeunes, de jouer avec des avions en papier. Alors, maintenant, pour faire les meilleures pirouettes possibles, nous allons vous présenter un système de téléguidage pour avions en papier. Le Power Up 3.0 vous permet de contrôler vos avions en papier depuis votre smartphone via Bluetooth. Facile à attacher, facile à contrôler, robuste et chargé rapidement, ce système avec ses mini-hélices et son unité d'entraînement et de contrôle permettent de faire les pirouettes les plus étonnantes que l'on peut faire avec un morceau de papier. Et tandis que le moteur charge via micro USB, vous pouvez tranquillement créer de nouveaux modèles ou effectuer des améliorations aérodynamiques à votre mini-avion. Retour à l'école et plaisir assuré. Nous sommes dans un pays où il fait extrêmement chaud et dans les bureaux, parfois il arrive des coupures de courant dont les climatiseurs ne marchent pas. Ce que je vous propose, c'est un ventilateur USB de bureau. Oui, il marche à travers ou plutôt grâce au câble USB. Je vais vous laisser découvrir ce surprenant objet. Il est temps d'ajouter un accessoire de style à votre bureau. Parfait pour la saison chaude et les jours où l'air devient étouffant et oppressant, ce ventilateur à la fois moderne et élégant viendra vous sauver en projetant une brise fraîche et agréable. En plus de son alimentation par câble USB qui est, avouons-le, tout à fait pratique, son style original ne manquera pas d'attirer l'attention et de vous apporter les meilleurs compliments. Vous risquez d'ailleurs de faire quelques jaloux dans l'histoire. Hightech 221, c'est fini. J'espère que vous avez bien apprécié ce numéro. Pour l'heure, je vous retrouve dans 15 jours et en attendant, soyez sages. Bonne reprise de semaine.